Lyon, France. Le 17 mars 1988. Une journée comme les autres dans cette ville historique traversée par le Rhône et la Saône. Les rues pavées du vieux Lyon s'animent sous un soleil printanier timide. À l'Institut des Arts, situé dans un bâtiment néoclassique du 3e arrondissement, les étudiants affluent pour les présentations finales du semestre. 8h45, la salle d'exposition principale est prête. Les professeurs prennent place. Les noms sont appelés un à un. Élise Renaud. Le silence qui suit cette question marque le début d'une énigme qui hantera la ville pendant plus de 2 décennies. Élise Renaud, 22 ans, étudiante américaine en échange universitaire, brillante et méthodique selon tous ses professeurs. Son absence à cette présentation finale, qui compte pour 40% de sa note annuelle, est remarquée immédiatement. Ce n'est pas dans ses habitudes. Jamais elle n'a manqué un cours, un devoir, une échéance. 10h30. Le professeur Bernard Lefebvre, directeur du département d'histoire de l'art, contacte la résidence universitaire. Personne n'a vu Élise depuis la veille. L'inquiétude commence à se répandre. Une première équipe de sécurité du campus se rend à son appartement, situé rue Garibaldi, à 15 minutes à pied de l'Institut. Son de clé et porte qui s'ouvrent. L'appartement d'Élise est impeccable. Son lit est fait. Ses livres sont soigneusement rangés. Sur son bureau, un dossier complet. Sa présentation finale, prête à être exposée. Un travail de recherche approfondi sur l'authenticité contestée de certaines œuvres de la Renaissance française. Un café à moitié bu, froid depuis longtemps. Rien ne semble indiquer un départ précipité. 11h45. La police de Lyon est officiellement alertée. L'inspecteur Raymond Moreau, 42 ans, de la brigade criminelle, est assigné au cas. Vétéran des enquêtes complexes, Moreau arrive sur les lieux avec son équipe. Son premier constat, ce n'est pas une fugue classique. Soit elle a été contrainte de partir, soit quelque chose l'en a empêchée. L'équipe technique relève les empreintes, photographie chaque recoin de l'appartement. Moreau remarque un détail troublant. Le téléphone fixe d'Élise indique un dernier appel sortant à 22h17 la veille. Destination, le bureau du département d'histoire de l'art de l'Institut. À cette heure-là, qui aurait pu répondre? 14h30. Les premiers témoignages sont recueillis. Ses voisins, ses camarades de classe, ses professeurs. Un portrait d'Élise se dessine, sérieuse, passionnée, parfois solitaire mais toujours courtoise. Elle vivait pour ses études, témoigne Sarah Dubois, sa voisine de palier. Je l'entendais parfois travailler jusqu'à très tard dans la nuit. Parmi les professeurs interrogés, Nathaniel Hayes attire l'attention de Moreau. Américain comme Élise, enseignant à Lyon depuis 5 ans, spécialiste reconnu de la Renaissance française. J'ai dirigé son mémoire de recherche, explique-t-il avec un accent américain prononcé. Élise est l'une de mes étudiantes les plus prometteuses. Sa disparition est incompréhensible. Hayes se montre particulièrement coopératif, fournissant immédiatement le sujet exact des recherches d'Élise, ses sources, ses méthodes de travail. Il mentionne également qu'elle avait récemment demandé accès à des archives rarement consultées du musée des Beaux-Arts de Lyon. 17h. Dans l'appartement d'Élise, l'équipe technique fait une découverte. Entre les pages d'un livre sur l'art du XVIe siècle, un billet manuscrit, « Je dois vérifier. Si c'est vrai, tout change. Ne cherchez pas à me contacter avant mon retour. » Pas de signature, pas de date, l'écriture semble hâtive, différente de celle soigneuse d'Élise visible sur ses notes de cours. Moreau ordonne une vérification des caméras de surveillance de la gare de Lyon-Perrache et de l'aéroport Saint-Exupéry. Les terminaux de paiement sont scrutés, les compagnies de transport interrogées. Aucune trace d'Élise Renaud. Son passeport n'a pas été utilisé. Sa carte bancaire n'a pas été débitée depuis un retrait de 60 € 2 jours plus tôt. 20h. Les parents d'Élise, Richard et Margaret Renaud, sont informés de la disparition de leur fille. Ils prennent le premier vol disponible depuis Boston. Elle nous appelait tous les dimanches, sans exception, affirme son père, la voix brisée par l'inquiétude. Le dernier appel remonte à 3 jours. Elle semblait normale, peut-être un peu excitée par ses recherches, mais rien d'alarmant. Les jours suivants, l'enquête s'intensifie. L'appartement d'Élise est passé au peigne fin. Son ordinateur est analysé.
Ces courriels révèlent une correspondance académique intense, mais rien de suspect au premier abord. Ces recherches portent sur l'authenticité de tableaux attribués à Jean Clouet, peintre de la cour de François Ier, un sujet spécialisé, apparemment sans controverse. 27 mars 1998, 10 jours après la disparition. L'inspecteur Moreau élargit le cercle de l'enquête. Il découvre qu'Élise avait demandé accès à des documents d'archives privées appartenant à une vieille famille lyonnaise, les Devreux, descendants d'un collectionneur d'art du XIXe siècle. Ces archives n'avaient pas été consultées depuis près de 30 ans. Antoine Devreux, 78 ans, confirme la visite d'Élise 3 semaines avant sa disparition. Elle posait des questions très précises sur la provenance de certaines œuvres. Elle semblait avoir une théorie, mais ne voulait pas la partager avant d'avoir des preuves concrètes. L'enquête prend une nouvelle dimension lorsque Moreau découvre que le professeur Hayes avait publié 5 ans auparavant une monographie faisant autorité sur Jean Clouet, lui valant une reconnaissance internationale et sa position actuelle à Lyon. Coïncidence troublante ou lien significatif. 2 avril 1998. La chambre d'hôtel des parents d'Élise est cambriolée. Seul l'ordinateur portable qu'ils avaient apporté est volé. Aucun objet de valeur n'est touché. L'ordinateur contenait des photos d'Élise et des copies de ses courriels récents que ses parents avaient téléchargés depuis son compte, avec l'aide de la police. Moreau intensifie la surveillance autour de l'Institut des Arts. Les habitudes de chaque professeur sont scrutées, particulièrement celles de Hayes. Sur le papier, rien ne semble suspect. Hayes est marié, père de 2 enfants, respecté par ses pairs. Pourtant, quelque chose dans sa coopération presque trop parfaite intrigue l'inspecteur. 15 avril 1998. La police retrouve le sac à main d'Élise dans une poubelle près du parc de la Tête d'Or. À l'intérieur, ses effets personnels semblent intacts. Portefeuille, clés, carte d'étudiant. Seul son carnet de notes personnelles manque à l'appel. Le sac porte des traces de terre et d'humidité comme s'il avait été enterré avant d'être jeté. L'analyse des caméras de surveillance du secteur ne donne rien. La personne qui a déposé le sac a soigneusement évité d'être filmée. Une fouille approfondie du parc est organisée, mobilisant des dizaines de policiers et des chiens renifleurs. Aucune trace d'Élise n'est découverte. Mai 1998, l'enquête piétine. Les médias locaux commencent à perdre intérêt. D'autres affaires requièrent l'attention de la brigade criminelle, mais Moreau reste obsédé par cette disparition. Il revient régulièrement interroger le personnel de l'Institut, les étudiants, les voisins d'Élise. Une ancienne étudiante du professeur Hayes, Victoria Palmer, maintenant installée à Londres, contacte Moreau. « J'ai vu les informations sur cette disparition. Je ne sais pas si c'est important, mais il y a 2 ans, j'ai demandé à changer de directeur de mémoire. Hayes pouvait être intimidant, surtout quand on remettait en question ses théories. Moreau tente d'approfondir cette piste, mais Victoria reste vague, visiblement mal à l'aise. « Je ne l'accuse de rien », précise-t-elle. « C'était juste une question de compatibilité académique. » Juin 1998. L'année universitaire se termine. Les professeurs et étudiants se dispersent pour les vacances d'été. Hayes annonce qu'il participera à une série de conférences aux États-Unis pendant 2 mois. Moreau, faute de preuves ou d'indices concrets, ne peut l'empêcher de partir. Avant son départ, Hayes remet à Moreau un dossier contenant toutes les correspondances académiques qu'il a eues avec Élise. « J'espère que cela pourra vous aider », dit-il. La disparition d'Élise est une tragédie pour nous tous. Septembre 1998. La rentrée universitaire ramène l'attention sur l'absence d'Élise. De nouveaux étudiants occupent son appartement, ses cours sont attribués à d'autres professeurs. Hayes reprend son enseignement, apparemment imperturbable. Moreau, qui a consacré une grande partie de son été à cette affaire, doit se résoudre à la voir classée parmi les affaires non résolues. Sans corps, sans scène de crime identifiable, sans mobile clair, l'enquête est officiellement mise en veille en décembre 1988. Mais avant de refermer le dossier, Moreau prend une décision personnelle. Il photocopie l'intégralité du dossier et conserve ses copies dans son bureau personnel. « Je ne crois pas aux disparitions sans raison », confie-t-il à sa collègue, la lieutenant Sophie Girard.
Un jour, quelque chose ou quelqu'un parlera. Et ce jour-là, je veux être prêt. Ce que l'inspecteur Moreau ignore alors, c'est que 10 ans plus tard, une nouvelle équipe d'enquêteurs découvrira des incohérences dans les dépositions originales. Des incohérences qui mettront en lumière un réseau de mensonges soigneusement tissés et ouvriront la voie à l'une des plus remarquables résolutions d'affaires classées de l'histoire criminelle française. Et pendant que le dossier d'Élise Renault prenait la poussière dans les archives de la police lyonnaise, Nathaniel Hayes poursuivait sa brillante carrière, publiant 2 nouveaux livres sur l'art français de la Renaissance, chacun renforçant sa réputation d'expert incontesté dans son domaine. Personne ne remarquait alors que certains des arguments développés dans ces ouvrages ressemblaient étrangement aux notes préliminaires qu'Élise avait partagées avec ses camarades de classe quelques semaines avant sa disparition. La vérité, comme le savent bien les enquêteurs expérimentés, n'est jamais vraiment enterrée. Elle attend, patiente, que quelqu'un ait la perspicacité de regarder là où personne n'a encore pensé à chercher. Les mois qui suivent la disparition d'Élise Renault sont marqués par une activité intense au sein de la brigade criminelle de Lyon. L'inspecteur Raymond Moreau, connu pour sa ténacité, refuse de considérer cette affaire comme une simple disparition volontaire. Quand une étudiante brillante disparaît la veille de présenter un travail qui lui a demandé des mois de recherche, ce n'est pas un hasard, martèle-t-il lors des réunions d'équipe. Soit elle a été contrainte de fuir, soit quelqu'un l'a fait taire. Mai 1998. La police scientifique termine l'analyse exhaustive de l'appartement d'Élise. Les résultats sont décevants. Aucune trace de lutte, aucune empreinte suspecte, aucun indice d'effraction. L'appartement raconte l'histoire d'un départ précipité, mais probablement volontaire. L'analyse informatique révèle qu'Élise a supprimé plusieurs fichiers la veille de sa disparition. Les techniciens parviennent à récupérer des fragments, principalement des notes de recherche concernant des incohérences dans l'attribution de certains tableaux de la Renaissance française. Rien qui ne semble, à première vue, justifier une disparition. Le professeur Nathaniel Hayes continue de collaborer activement avec les enquêteurs. Il se présente régulièrement au commissariat, apportant des documents suggérant des pistes. Élise travaillait sur une théorie controversée, explique-t-il à Moreau lors d'un long entretien. Elle remettait en question l'authenticité de certaines œuvres attribuées à l'atelier de Jean Clouet. C'est un sujet sensible dans notre domaine, mais rien qui justifierait ce qui s'est passé. Moreau note que Hayes parle déjà d'Élise au passé, comme si sa disparition équivalait à un décès confirmé. Un lapsus révélateur ou simplement le pessimisme d'un professeur inquiet? Juin 1998. Les recherches s'étendent au-delà de Lyon. Les policiers interrogent le personnel des gares, des aéroports, des compagnies de bus. Une serveuse d'un café près de la gare de Lyon-Perrache croit reconnaître Élise sur une photo. Elle était avec un homme plus âgé, il parlait anglais, il semblait se disputer à voix basse. Mais la caméra de surveillance du café était en panne ce jour-là, et le témoignage reste impossible à corroborer. L'inspecteur Moreau décide d'explorer plus profondément le milieu universitaire. Il découvre que l'Institut des Arts est un environnement hautement compétitif, où les rivalités académiques peuvent être féroces. Dans notre domaine, une découverte majeure peut faire ou défaire une carrière, lui confie une collègue d'Hayes sous couvert d'anonymat. Nathaniel est arrivé au sommet très rapidement grâce à sa monographie sur Clouet. Certains ont murmuré qu'il avait eu accès à des sources inédites, mais personne n'a jamais remis en question son travail publiquement. Juillet 1998. La police interroge à nouveau les étudiants avant leur départ pour les vacances d'été. 2 témoignages attirent l'attention de Moreau. Un étudiant de master affirme avoir vu Élise sortir très tard du bureau d'Hayes, environ 1 semaine avant sa disparition. Elle semblait bouleversée, mais elle a refusé d'en parler quand je l'ai croisée le lendemain. Une autre étudiante, Juliette Mercier, révèle qu'Élise lui avait confié travailler sur quelque chose qui pourrait changer la perception d'une figure importante de l'Institut. Élise n'avait pas mentionné de nom, mais avait parlé d'une appropriation intellectuelle qu'elle comptait dénoncer. Moreau tente de confronter Hayes avec ses nouveaux témoignages.
Le professeur reste calme, expliquant que les réunions tardives avec les étudiants font partie de ses habitudes de travail. Élise était passionnée, parfois trop investie émotionnellement dans ses recherches. Il m'est arrivé de devoir tempérer ses conclusions hâtives. Quant à l'accusation voilée d'appropriation intellectuelle, Hayes la rejette catégoriquement. C'est absurde. J'ai encouragé Élise à explorer des pistes novatrices. Si elle avait des preuves de malversation académique, pourquoi ne pas les avoir présentées officiellement? Août 1998. Alors que l'enquête semble stagner, un développement inattendu survient. Un gardien du musée des Beaux-Arts de Lyon contacte la police après avoir trouvé un carnet coincé derrière une vitrine d'exposition dans la section Renaissance. Le carnet, reconnu comme appartenant à Élise, contient des notes cryptiques. Correspondance DC, 1546, vérifier signature, comparé avec manuscrit H, P, tableau X, GIP Z, attribution douteuse, technique incompatible avec dates officielles. H, aurait-il su? Impossible qu'il n'ait pas remarqué l'anachronisme. La dernière page contient une phrase soulignée 3 fois. Archives Devereux, demander accès aux lettres personnelles. Ce carnet ravive l'enquête. Moreau retourne interroger Antoine Devereux, le descendant du collectionneur d'art. Le vieil homme, plus coopératif cette fois, admet qu'Élise avait effectivement consulté des lettres personnelles de son ancêtre. Elle a trouvé quelque chose qui l'a profondément troublée. Elle m'a demandé si elle pouvait photocopier certains documents, mentionnant qu'il pourrait rétablir une vérité historique. Septembre 1998. La rentrée universitaire apporte son lot de complications. Les médias s'intéressent à nouveau à l'affaire, mais sous un angle différent. Un journal local publie un article suggérant qu'Élise aurait pu organiser sa propre disparition pour échapper à la pression académique, mentionnant des sources anonymes évoquant des problèmes psychologiques. Moreau est furieux. Ces sources anonymes orientent l'enquête vers une piste qu'il juge fantaisiste. Il soupçonne une tentative délibérée de détourner l'attention des véritables circonstances de la disparition. L'inspecteur intensifie la surveillance autour de Hayes. Le professeur mène une vie apparemment irréprochable. Marié depuis 12 ans à Claire Hayes, père attentionné de 2 enfants, respecté par ses pairs. Pourtant, Moreau remarque de petites incohérences dans son emploi du temps la nuit de la disparition d'Élise. Hayes avait affirmé être resté chez lui ce soir-là, travaillant sur un article. Sa femme avait confirmé, mentionnant qu'ils avaient dîné ensemble vers 20h avant que Nathaniel ne s'enferme dans son bureau jusqu'au matin. Mais le relevé des appels téléphoniques de Hayes montre un appel sortant à 22h43 vers un numéro non attribué. Confronté à cette information, Hayes explique qu'il s'agissait probablement d'un faux numéro composé par erreur. Octobre 1998. La famille d'Élise, frustrée par le manque de progrès, engage un détective privé, Marcel Durand, ancien de la brigade criminelle. Durand adopte une approche différente, se concentrant sur le passé de Hayes avant son arrivée à Lyon. Il découvre que Hayes avait quitté précipitamment son poste à l'université de Chicago 5 ans plus tôt, officiellement pour saisir l'opportunité exceptionnelle offerte par l'Institut de Lyon. Mais des rumeurs persistantes évoquaient un conflit avec une doctorante dont les recherches auraient été utilisées sans attribution dans la fameuse monographie sur Clouet. Durand partage ces informations avec Moreau, qui tente d'obtenir des témoignages de l'Université de Chicago. Il se heurte à un mur de silence, les anciens collègues d'Hayes refusant de s'exprimer ou se cantonnant à des déclarations vagues sur des désaccords méthodologiques. Novembre 1998. Un nouvel élément perturbe l'enquête. Un corps est retrouvé dans le Rhône, à plusieurs kilomètres au sud de Lyon. Pendant quelques heures, les enquêteurs craignent qu'il s'agisse d'Élise. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'une femme d'une 20aine d'années, mais l'identification formelle écarte définitivement la piste d'Élise Renaud. Cet événement, bien que sans lien direct avec l'affaire, affecte profondément Moreau. Pour la première fois, il envisage sérieusement la possibilité qu'Élise soit décédée, que son corps n'ait jamais été retrouvé et ne le soit peut-être jamais. Le professeur Hayes, informé de cette découverte et de son dénouement, contacte Moreau pour exprimer son soulagement. Cela signifie qu'il y a encore de l'espoir.
dit-il. Mais l'inspecteur note quelque chose d'étrange dans sa voix, non pas du soulagement, mais presque de la déception. Décembre 1998. 9 mois après la disparition d'Élise, la pression hiérarchique s'accentue sur Moreau. D'autres affaires s'accumulent, les ressources sont limitées. Sans nouvelles pistes concrètes, sans corps, sans preuve d'un crime, le dossier Renault est officiellement classé comme non résolu, rejoignant des dizaines d'autres cas similaires dans les archives poussiéreuses du commissariat. Lors de la dernière réunion concernant l'affaire, la lieutenante Sophie Girard, qui a travaillé étroitement avec Moreau sur ce dossier, exprime sa frustration. « Nous savons tous que quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Hayes a un alibi qui semble solide sur le papier mais qui ne résiste pas à un examen approfondi. Malheureusement, nous n'avons rien de concret pour le confondre. » Moreau acquiesce silencieusement. Avant de ranger définitivement le dossier, il prend une décision peu orthodoxe. Il photocopie l'intégralité des documents et conserve ce double dans un classeur personnel. « Cette affaire n'est pas terminée », murmure-t-il à Girard. « Un jour, nous découvrirons ce qui est arrivé à Élise Renault. » Dans les semaines qui suivent, la vie à l'Institut des Arts reprend son cours normal. Hayes continue d'enseigner, publiant régulièrement des articles qui renforcent sa position d'expert incontesté de la Renaissance française. La disparition d'Élise devient progressivement une anecdote, un mystère non résolu que l'on évoque parfois à voix basse dans les couloirs de l'établissement. Seules 3 personnes refusent d'oublier: Raymond Moreau, qui consulte régulièrement ses notes personnelles sur l'affaire, Marcel Durand, le détective privé qui poursuit discrètement ses investigations pour la famille Renault, et une jeune étudiante nommée Morgane Laurent, qui, fascinée par cette histoire, commence à collecter méthodiquement toutes les informations disponibles sur la disparition d'Élise, sans savoir que 10 ans plus tard, elle jouera un rôle crucial dans la réouverture de cette affaire. Pendant ce temps, dans un bureau de l'Institut des Arts, Nathaniel Hayes range soigneusement un dossier dans un coffre-fort dissimulé derrière sa bibliothèque. Sur la couverture, un simple titre, cloué, note originale, E.R. À côté du coffre, posé sur une étagère, une photo encadrée le montre recevant un prix prestigieux pour sa monographie sur Jean Clouet. Une contribution révolutionnaire à l'histoire de l'art français. Ce que personne ne sait encore, c'est que les secrets enfouis ne restent jamais cachés éternellement. Et que parfois, le silence peut être aussi révélateur qu'un aveu. Les années passent, inexorables. Le nouveau millénaire arrive, puis s'installe. Lyon se transforme, se modernise. De nouveaux bâtiments s'élèvent, de nouvelles technologies apparaissent. Mais certaines ombres du passé refusent de s'estomper. 2003, 5 ans après la disparition d'Élise Renault, l'inspecteur Raymond Moreau prend sa retraite de la police nationale après 30 ans de service. Lors de son pot de départ, il confie à sa collègue et amie Sophie Girard, désormais capitaine, « Il n'y a qu'une seule affaire que je regrette de n'avoir jamais résolue. » Girard sait immédiatement de quoi il parle. Le dossier Renault, cette enquête qui avait consumé Moreau pendant des mois avant d'être officiellement classée. « Tu penses toujours que Hayes est impliqué ?» demande-t-elle à voix basse. « Je ne pense pas. Je sais, » répond Moreau. « Mais savoir n'est pas prouvé. C'est la différence entre l'intuition d'un flic et la justice. Cette même année, Nathaniel Hayes est nommé directeur du département d'histoire de l'art à l'Institut. Sa réputation internationale n'a cessé de croître. Ses publications font autorité dans le domaine. Il a été décoré de la Légion d'honneur pour sa contribution à la culture française. Quant à la disparition d'Élise Renault, elle n'est plus qu'un lointain souvenir, une anecdote tragique que les nouveaux étudiants ignorent généralement. À Boston, Richard et Margaret Renault n'ont pas abandonné l'espoir de découvrir ce qui est arrivé à leur fille. Chaque année, ils reviennent à Lyon pendant une semaine, distribuant des tracts avec la photo d'Élise, rencontrant d'anciens étudiants, consultant Marcel Durand, le détective privé qu'ils continuent d'employer malgré le coût financier et émotionnel de cette quête sans fin. « Nous ne cherchons plus Élise vivante », confie Margaret à un journaliste local lors de leur visite de 2006. « Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé.
Nous voulons pouvoir faire notre deuil. Une ancienne étudiante de l'Institut, Laurence Thibault, publie un mémoire sur les disparitions non résolues en milieu universitaire. Elle y consacre un chapitre entier au cas d'Élise Renaud, analysant les différentes théories qui ont circulé. Sans accuser directement quiconque, elle soulève des questions troublantes sur l'enquête initiale et les témoignages contradictoires de certains professeurs. Hayes menace de poursuivre en diffamation, bien que son nom ne soit jamais explicitement mentionné dans les passages les plus critiques. La controverse attire brièvement l'attention médiatique, avant de s'éteindre face à l'absence de nouveaux éléments concrets. 2008 marque un tournant inattendu. La brigade criminelle de Lyon est réorganisée sous la direction d'un nouveau commissaire, François Leblanc, réputé pour sa volonté de résoudre les affaires classées. Il crée une unité spéciale dédiée au cold case, confiée à une jeune et ambitieuse inspectrice, Morgane Laurent. À 32 ans, Laurent est considérée comme l'étoile montante de la police lyonnaise. Méthodique, intuitive et tenace, elle a résolu plusieurs affaires que ses collègues jugeaient insolubles. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est son passé. Avant de rejoindre la police, elle a étudié l'histoire de l'art à l'Institut de Lyon, où le souvenir d'Élise Renaud l'avait profondément marquée. « Je veux reprendre l'affaire Renaud », annonce-t-elle lors de sa première réunion d'équipe. 10 ans, c'est souvent le moment où les langues se délient, où les loyautés s'effritent. Et nous avons aujourd'hui des outils d'investigation qui n'existaient pas en 1998. Laurent commence par rencontrer Raymond Moreau, maintenant retraité dans une petite maison de la campagne lyonnaise. L'ancien inspecteur lui remet sans hésiter ses notes personnelles, un dossier bien plus volumineux que celui des archives officielles. « J'ai continué à collecter des informations, même après ma retraite », explique-t-il. Des rumeurs, des témoignages informels, des coïncidences troublantes. Rien qui tiendrait devant un tribunal, mais suffisamment pour alimenter mes soupçons. Parmi ces notes, Laurent découvre des éléments jamais versés au dossier officiel. Une liste d'étudiantes ayant demandé à changer de directeur de recherche après avoir travaillé avec Hayes. Des incohérences dans les déclarations de Claire Hayes, l'épouse du professeur, concernant la nuit de la disparition. Une analyse détaillée des publications de Hayes après 1998, identifiant des concepts étrangement similaires à ceux qu'Élise développait dans ses notes de recherche. Mais 2008, Laurent décide d'interroger à nouveau les témoins clés de l'époque, commençant par les étudiants qui étaient proches d'Élise. Certains ont quitté Lyon, d'autres la France. Elle passe des semaines à les retrouver, à recueillir leurs souvenirs désormais filtrés par le temps. Juliette Mercier, devenue conservatrice dans un musée parisien, lui confie « À l'époque, j'avais peur de parler franchement. Hayes avait une influence considérable sur nos carrières. Mais Élise m'avait bien dit qu'elle avait découvert quelque chose de compromettant sur lui. Elle pensait que ses travaux sur Clouet comportaient des erreurs délibérées pour masquer une fraude académique. » Victoria Palmer, qui avait contacté Moreau depuis Londres des années plus tôt, accepte enfin de s'exprimer clairement. Hayes était plus qu'intimidant. Il était menaçant avec les étudiantes qui osaient le contredire. Il m'a fait comprendre que ma carrière serait terminée si je persistais dans une voie de recherche qui remettait en question ses conclusions sur l'authenticité de certains tableaux. Juin 2008. Laurent découvre un élément crucial que l'enquête initiale avait manqué. Les caméras de sécurité de l'Institut fonctionnaient par cycle, enregistrant pendant 12 heures avant de réutiliser les mêmes bandes. Les enregistrements de la nuit de la disparition d'Élise avaient été préservés temporairement, puis recyclés quand la police n'avait rien trouvé de suspect. Mais personne n'avait pensé à vérifier les enregistrements des nuits précédentes. Or, en consultant les archives administratives, Laurent apprend que les bandes des 3 jours précédant la disparition avaient été conservées pour une raison technique, puis oubliées dans un placard. Ces bandes, retrouvées dans un état de détérioration avancée, sont confiées à un laboratoire spécialisé. Après un travail de restauration minutieux, elles révèlent une séquence troublante. 2 nuits avant sa disparition, Élise était retournée à l'Institut à 23h45, utilisant sa carte d'accès pour entrer dans la bibliothèque des archives rares.
40 minutes plus tard, les caméras montrent Nathaniel Hayes arrivant à son tour, visiblement agité. La qualité de l'image ne permet pas de voir ce qui se passe ensuite, la bibliothèque n'étant pas équipée de caméras intérieures. Mais à 1h27, Élise ressort précipitamment, tenant fermement une serviette contre elle. Hayes la suit, gesticule, tente de la retenir. Leur conversation silencieuse sur les images sans son semble houleuse. Cette découverte électrise l'équipe de Laurent. C'est la première preuve tangible d'un conflit entre Élise et Hayes peu avant la disparition de l'étudiante. Confronté à ces images, Hayes minimise. Un désaccord académique, rien de plus. Élise voulait accéder à des documents fragiles sans autorisation. J'ai dû lui rappeler les protocoles. Juillet 2008. Laurent élargit son investigation au cercle familial d'Hayes. Claire Hayes, son épouse, est réinterrogée. Initialement sur la défensive, elle finit par admettre que la nuit de la disparition d'Élise, contrairement à ce qu'elle avait déclaré en 1998, Nathaniel était sorti vers 21h30, prétextant un oubli à son bureau. Il est revenu vers minuit, agité. Il a pris une longue douche puis a brûlé des papiers dans la cheminée. J'ai eu peur de poser des questions. « Pourquoi avoir menti à l'époque ?» demande Laurent. Parce qu'il m'a dit que c'était nécessaire, que sa carrière était en jeu à cause d'une étudiante instable qui l'accusait de plagiat. Il m'a juré qu'il n'avait rien à voir avec sa disparition, qu'elle était probablement retournée aux États-Unis pour éviter le scandale d'une accusation infondée. Ce témoignage ébranle l'alibi de Hayes, mais ne constitue pas encore une preuve suffisante pour réouvrir officiellement l'enquête. Laurent a besoin d'éléments plus concrets. Août 2008. Marcel Durand, le détective privé engagé par la famille Renault, contacte Laurent. Après des années d'investigation discrète, il a retrouvé une ancienne doctorante de l'Université de Chicago qui accepte enfin de parler, Rebecca Walsh, maintenant professeure à Toronto. Par visioconférence, Walsh livre un témoignage accablant. Hayes a utilisé mes recherches sans attribution pour sa monographie sur Clouet. Quand j'ai menacé de le dénoncer, il a détruit méthodiquement ma réputation académique, me faisant passer pour instable émotionnellement. J'ai dû abandonner mon doctorat. Quand j'ai appris la disparition de cette étudiante française, j'ai immédiatement pensé qu'elle avait peut-être découvert la même chose que moi. Laurent demande « Pourquoi n'avoir jamais témoigné officiellement ?» Parce qu'il m'a fait signer un accord de confidentialité en échange d'une somme qui m'a permis de recommencer ma vie au Canada. Et parce que j'avais peur, Hayes a des connexions puissantes dans le monde académique. Septembre 2008. Avec ces nouveaux éléments, Laurent demande formellement la réouverture de l'enquête sur la disparition d'Élise Renault. Sa requête est approuvée par le procureur, mais avec une mise en garde. Sans preuve physique d'un crime, l'enquête reste fragile. La nouvelle de la réouverture du dossier fait l'effet d'une bombe à l'Institut des Arts. Des journalistes campent devant les bureaux de Hayes qui refusent tout commentaire, se déclarant confiants que cette nouvelle enquête confirmera son innocence comme la première. Octobre 2008. L'équipe de Laurent procède à une perquisition minutieuse du domicile et du bureau de Hayes, équipé de technologies forensiques inexistantes 10 ans plus tôt. Dans le bureau de l'Institut, derrière une bibliothèque, ils découvrent un coffre-fort dissimulé. Hayes refuse d'abord d'en donner la combinaison, puis cède face à la menace d'une ouverture forcée. À l'intérieur, des documents académiques, des lettres personnelles, et un carnet qui ressemble étrangement à celui d'Élise retrouvé au Musée des Beaux-Arts. Mais ce second carnet contient des pages manifestement arrachées du premier, avec des annotations plus détaillées sur les incohérences délibérées dans les attributions de certains tableaux. Une analyse graphologique confirme qu'il s'agit bien de l'écriture d'Élise. Hayes prétend que l'étudiante lui avait confié ce carnet avant sa disparition pour qu'il évalue ses théories. Mais pourquoi l'avoir caché dans un coffre-fort secret pendant 10 ans? Novembre 2008. Alors que l'étau se resserre autour de Hayes, un événement inattendu bouleverse l'enquête. Claire Hayes, son épouse depuis plus de 20 ans, est retrouvée inconsciente dans leur salle de bain, victime d'une overdose médicamenteuse.
Elle survit, mais refuse de porter plainte contre son mari, malgré les soupçons des médecins sur l'origine accidentelle de cette overdose. Laurent tente de l'interroger à l'hôpital, mais Claire maintient désormais la version originale. Son mari était bien avec elle toute la nuit de la disparition d'Élise. Son revirement alimente les soupçons de l'inspectrice, qui y voit une possible intimidation. Décembre 2008. Malgré l'accumulation d'indices troublants, l'enquête piétine de nouveau. Sans corps, sans aveu, sans témoin direct d'un crime, les procureurs hésitent à poursuivre Hayes. L'affaire est suspendue, sans être officiellement refermée. Laurent refuse d'abandonner. « Nous sommes plus proches que jamais de la vérité », insiste-t-elle auprès de sa hiérarchie. Hayes a un mobile, son alibi est compromis, et son comportement indique clairement une conscience coupable. Mais les semaines passent et l'attention médiatique s'estompe progressivement. Hayes, temporairement mis en congé par l'Institut pendant l'enquête, est réintégré dans ses fonctions, bien que sa réputation soit désormais entachée par les soupçons. Mars 2009. Laurent reçoit un appel anonyme. Une voix féminine, méconnaissable, lui donne rendez-vous dans un parking souterrain de La Part-Dieu. Sur place, Laurent trouve une enveloppe scotchée sous un banc. À l'intérieur, une clé USB contenant des photographies. Hayes entrant et sortant d'un entrepôt désaffecté près des quais de Saône la nuit de la disparition d'Élise. Les métadonnées des photos confirment leur authenticité et leur date. Mais qui les a prises? Et pourquoi avoir attendu plus de 10 ans pour les transmettre? Laurent lance des recherches pour identifier la source de cet envoi mystérieux, tout en organisant une perquisition de l'entrepôt. L'entrepôt, qui appartenait à une entreprise de déménagement désormais disparue, a été plusieurs fois rénové et réaménagé depuis 1998. Les techniques forensiques les plus avancées ne révèlent aucune trace exploitable. Une nouvelle impasse. Août 2009. L'enquête est officiellement suspendue pour la seconde fois, faute d'éléments nouveaux. Laurent est affecté à d'autres dossiers, mais continue de travailler sur l'affaire Renaud pendant son temps libre. Elle maintient le contact avec la famille d'Élise, promettant de ne jamais abandonner. Nathaniel Hayes publie un nouveau livre sur les techniques picturales de la Renaissance, salué par la critique. Dans la préface, il remercie « mes étudiants », dont les questions stimulantes et les recherches novatrices ont nourri ma réflexion. Pas une mention d'Élise Renaud. Les années suivantes, un silence pesant enveloppe l'affaire. Hayes poursuit sa carrière, acceptant finalement un poste prestigieux dans une université américaine en 2015. Morgan Laurent continue de gravir les échelons de la police, sa réputation de résoudre des cas complexes ne cessant de croître. 20 ans après la disparition d'Élise, Richard Renaud décède d'une crise cardiaque sans avoir jamais su ce qui était arrivé à sa fille. Margaret, désormais seule dans son combat pour la vérité, fait publier une lettre ouverte dans le journal Le Progrès, interpellant directement Hayes « Vous savez ce qui est arrivé à ma fille. Avant que je ne rejoigne mon mari, donnez-moi la paix que seule la vérité peut apporter. » Hayes ne répond pas publiquement, mais son avocat émet un communiqué réaffirmant l'innocence de son client, victime d'une persécution injustifiée basée sur des coïncidences et des témoignages douteux. Morgan Laurent, maintenant commissaire divisionnaire, lit cette lettre avec émotion. Dans son bureau, elle garde une photo d'Élise. Ce visage souriant figé en 1998, rappel constant d'une promesse non tenue. « Un jour, murmure-t-elle, un jour, nous saurons. » Ce qu'elle ignore, c'est que ce jour approche plus rapidement qu'elle ne le pense. Car, dans les sous-sols du commissariat central de Lyon, un jeune technicien nommé Simon Blackwell vient d'être chargé d'un projet ambitieux. La numérisation complète des archives des affaires non résolues, utilisant les technologies les plus récentes pour préserver et analyser ces documents vieillissants. Et dans la poussière de ces archives, certains secrets attendent patiemment d'être révélés, comme des fantômes refusant de disparaître avant que justice soit rendue. Pendant ce temps, à Boston, Margaret Renaud range soigneusement une boîte contenant les effets personnels d'Élise que la police lui a rendus des années plus tôt. Parmi eux, un appareil photo argentique jamais développé, oublié depuis longtemps. Peut-être,
pense-t-elle en regardant cet objet. Peut-être que les réponses ont toujours été là, attendant simplement que quelqu'un pose les bonnes questions. Lyon, janvier 2020. Une nouvelle décennie commence, apportant avec elle son lot d'innovations technologiques et de promesses de modernisation. Dans les sous-sols du commissariat central, un vaste projet de numérisation des archives est en cours depuis plusieurs mois. Des kilomètres de dossiers, certains vieux de plusieurs décennies, sont méticuleusement scannés, indexés et intégrés dans une base de données sophistiquée. Simon Blackwell, 29 ans, expert en analyse de données et archivage numérique, supervise ce travail titanesque. Britannique installé en France depuis 5 ans, il a été recruté spécifiquement pour ce projet en raison de son expertise en technologie forensique numérique. Notre objectif n'est pas seulement de préserver ces documents, explique-t-il à son équipe de techniciens. C'est de créer des connexions invisibles entre des affaires apparemment sans lien, de révéler des motifs que l'œil humain aurait pu manquer. Ce matin froid de janvier, Simon descend dans la section la plus ancienne des archives, un labyrinthe de rayonnage métallique croulant sous le poids de boîtes poussiéreuses. Son objectif, commencer l'inventaire des affaires non résolues des années 1990, considérées comme prioritaires par la commissaire divisionnaire Laurent. Les cold cases des années 90 représentent un point charnière, lui avait expliqué Laurent lors du lancement du projet. Assez récent pour que des témoins soient encore vivants, assez ancien pour que de nouvelles technologies puissent faire la différence. Simon avait immédiatement compris l'intérêt particulier de la commissaire pour cette période, connaissant sa réputation et son obsession légendaire pour l'affaire Renault. Sans surprise, le dossier Élise Renault figurait en tête de la liste des priorités. 15h27. Simon atteint l'étagère consacrée aux disparitions de 1998. Le dossier Renault occupe 2 boîtes volumineuses, témoignage des nombreuses relances de l'enquête au fil des ans. En soulevant la première, une enveloppe jaunie glisse d'entre les cartons et tombe au sol. Elle ne porte aucune référence d'archivage, seulement un nom griffonné à la hâte, ER. Intrigué, Simon ouvre l'enveloppe. Elle contient une série de photographies argentiques, manifestement prises par un appareil de surveillance rudimentaire. La qualité était médiocre, mais les images sont suffisamment nettes pour reconnaître Nathaniel Hayes à différents endroits de Lyon. Devant l'appartement d'Élise près des quais de Saône, entrant dans un bâtiment industriel à la tombée de la nuit. Plus troublant encore, chaque photo est datée méticuleusement au dos, d'une écriture tremblante. 16 mars 1998, 22h15, 17 mars 1998, 02h30, 17 mars 1998, 03h45. La nuit même de la disparition d'Élise. Simon photographie immédiatement ces clichés avec son téléphone et les envoie à la commissaire Laurent, accompagné d'un message urgent. Élément potentiellement crucial découvert hors dossier officiel Renault. Authentification requise. Morgane Laurent est en réunion quand elle reçoit le message. Elle s'excuse auprès de ses collègues et quitte précipitamment la salle. 20 minutes plus tard, elle rejoint Simon dans les archives, le visage tendu par l'excitation contenue. Qui a pris ces photos? Comment sont-elles arrivées ici? Pourquoi n'ont-elles jamais été versées au dossier? Les questions se bousculent alors qu'elle examine les clichés. Simon pointe un détail sur l'enveloppe. R.M. griffonné en petits caractères dans un coin. Raymond Moreau, suggère-t-il. Laurent acquiesce lentement. L'inspecteur qui a mené l'enquête initiale. Il m'avait remis ses notes personnelles en 2008, mais jamais mentionné ses photos. Une recherche rapide dans la base du personnel révèle que Moreau est décédé 3 ans plus tôt, emportant avec lui le secret de ces clichés et de leur provenance. Laurent décide d'envoyer immédiatement les photos au laboratoire forensique pour authentification et analyse approfondie. Si ces images sont authentiques, elles placent Ace exactement là où il prétendait ne pas être, murmure-t-elle. Mais pourquoi Moreau les aurait-il cachés au lieu de les utiliser? Février 2020. Le laboratoire confirme l'authenticité des photographies. Elles n'ont pas été altérées et correspondent bien aux dates indiquées, basées sur l'analyse du papier et des techniques de développement. Mais un mystère persiste. Qui les a prises? Laurent lance une recherche discrète parmi les anciens collègues de Moreau, encore en vie.
L'un d'eux, Georges Pelletier, aujourd'hui retraité dans le sud de la France, apporte un éclairage inattendu. Raymond avait un informateur, un SDF qui vivait près des quais. Il s'appelait Marcel, surnommé l'œil, parce qu'il observait tout sans jamais intervenir. Raymond lui donnait parfois de petites sommes pour des informations, mais jamais rien d'officiel. Si je me souviens bien, c'est Marcel qui lui avait parlé d'un professeur rôdant dans des endroits inhabituels cette nuit-là. Pourquoi ne pas avoir utilisé ces photos dans l'enquête ? Demande Laurent. Pelletier hésite. Je crois que Marcel était lui-même impliqué dans des affaires louches à l'époque. Raymond ne pouvait pas révéler sa source sans le compromettre, et des preuves obtenues illégalement n'auraient jamais été recevables au tribunal. Cette révélation ouvre de nouvelles perspectives. Laurent ordonne une recherche sur ce Marcel, mais l'homme semble avoir disparu depuis longtemps, possiblement décédé comme tant d'autres sans-abri anonymes. Mars 2020. Simon poursuit la numérisation du dossier Renault, analysant méthodiquement chaque document. Il développe un algorithme spécifique pour détecter les incohérences temporelles et les contradictions entre témoignages. Il y a quelque chose d'étrange avec les dépositions de Claire Hayes, annonce-t-il à Laurent après plusieurs jours d'analyse. Le texte a été subtilement modifié sur certaines copies. Les dates ne correspondent pas parfaitement, comme si quelqu'un avait altéré le document original avant sa classification. Laurent examine les versions numérisées côte à côte. Effectivement, des différences mineures mais significatives apparaissent. Un horaire modifié, une phrase reformulée, une signature légèrement différente. Quelqu'un a manipulé le dossier dès le début, conclut-elle. La question est, qui avait accès aux documents originaux et intérêt à les modifier ? Avril 2020. La pandémie de Covid-19 frappe la France. Le confinement est instauré. Le projet de numérisation est temporairement suspendu, mais Simon obtient l'autorisation de poursuivre son travail à distance, emportant des copies numériques sécurisées pour continuer ses analyses. Depuis son appartement lyonnais, il plonge plus profondément dans l'affaire, développant des outils d'analyse de plus en plus sophistiqués. C'est en examinant les métadonnées des premiers emails saisis sur l'ordinateur d'Élise qu'il fait une découverte stupéfiante. « Commissaire, j'ai retrouvé des fragments d'emails supprimés qui n'avaient jamais été récupérés », annonce-t-il lors d'une visioconférence. La technologie de l'époque ne permettait pas une récupération complète, mais les nouveaux algorithmes peuvent reconstruire partiellement ces données. Les fragments révèlent un échange tendu entre Élise et Hayes, quelques jours avant sa disparition. Votre monographie contient des assertions que je peux prouver fausses avec les documents d'Evreux. Suis prête à vous laisser corriger cette erreur avant de la signaler officiellement. Ne me menacez pas, professeur. J'ai fait des copies. La dernière phrase, particulièrement troublante, résonne comme un présage funeste. Mai 2020. Dès la fin du premier confinement, Laurent obtient un mandat pour accéder aux archives personnelles de Hayes à l'Institut des Arts, maintenant conservées depuis son départ pour les États-Unis. Dans une boîte de correspondance professionnelle, l'équipe découvre une lettre de recommandation écrite par Hayes pour Élise quelques semaines avant sa disparition. La lettre vante les capacités exceptionnelles de l'étudiante et sa découverte potentiellement révolutionnaire concernant l'attribution de certaines œuvres de l'atelier Clouet. Il préparait sa défense, analyse Laurent. Si Élise venait à l'accuser publiquement, il pourrait prétendre avoir toujours soutenu ses recherches. Juin 2020. Simon, maintenant totalement immergé dans l'affaire, décide d'explorer un angle négligé. Les travaux académiques, publiés par Hayes après la disparition d'Élise. Il développe un logiciel d'analyse comparative entre les notes fragmentaires d'Élise et les publications ultérieures de Hayes. Les résultats sont édifiants. Des paragraphes entiers dans les articles de Hayes, publiés entre 1999 et 2005, présentent des similitudes frappantes avec les théories qu'Élise développait dans ses notes. Plus révélateur encore, certains articles contiennent des références à des documents des archives d'Evreux que seule Élise avait consultés avant sa disparition. Il a littéralement volé ses recherches, conclut Simon. Il a attendu qu'elles disparaissent, puis a publié ses découvertes comme les siennes. Juillet 2020.
Laurent décide qu'il est temps de confronter directement les Devereux, dont la collection d'archives avait joué un rôle central dans les recherches d'Élise. Antoine Devereux est décédé depuis longtemps, mais son petit-fils, Philippe, gère désormais le patrimoine familial. Initialement réticent, il finit par admettre un fait troublant. Après la disparition d'Élise, Hayes était revenu consulter les mêmes archives. Mon grand-père m'a confié avant sa mort qu'il soupçonnait le professeur américain d'avoir fait disparaître cette étudiante à cause de ce qu'elle avait découvert dans nos archives. Il s'agissait de lettres prouvant que certains tableaux attribués à Clouet étaient en réalité des copies réalisées au XVIIe siècle. Cette révélation aurait invalidé une grande partie de la monographie de Hayes. « Pourquoi votre grand-père n'a-t-il jamais témoigné officiellement ?» demande Laurent. Il avait peur. Hayes avait des connexions puissantes dans le monde de l'art, et les Devereux ont toujours préféré éviter les scandales publics. Août 2020. Simon fait une nouvelle percée en analysant les relevés téléphoniques de l'époque, désormais intégralement numérisés. Le dernier appel émis depuis le téléphone fixe d'Élise vers le département d'histoire de l'art avait bien été enregistré, mais un détail crucial avait été négligé. L'appel avait été transféré vers un autre numéro, le portable personnel de Hayes. Elle ne cherchait pas à joindre le département, explique Simon à Laurent. Elle voulait parler spécifiquement à Hayes ce soir-là. Cette révélation coïncide avec une autre découverte. L'analyse des photographies trouvées dans l'enveloppe mystérieuse révèle, après traitement numérique avancé, que Hayes transportait ce qui semble être un sac volumineux lors de ses déplacements nocturnes près des quais, septembre 2020. Laurent prend une décision majeure, rouvrir officiellement l'enquête sur la disparition d'Élise Renaud. Les nouveaux éléments, bien qu'encore circonstanciels, justifient, selon elle, cette démarche. Sa hiérarchie hésite initialement, craignant un nouvel échec médiatisé. Mais l'accumulation des preuves et la perspective d'une résolution après tant d'années finissent par convaincre le procureur d'autoriser la réouverture du dossier. La nouvelle fait rapidement les gros titres. À Boston, Margaret Renaud, maintenant âgée de 76 ans, reçoit un appel personnel de Laurent. Pour la première fois depuis des années, un véritable espoir renaît. Octobre 2020. Hayes, désormais professeur émérite à l'université de Princeton, réagit par l'intermédiaire de ses avocats, dénonçant une persécution acharnée basée sur des spéculations et des coïncidences mal interprétées. Laurent décide d'envoyer une équipe aux États-Unis pour l'interroger directement. Mais la pandémie complique les déplacements internationaux et les procédures d'entraide judiciaire s'enlisent dans la bureaucratie. C'est alors qu'un événement inattendu précipite l'enquête. Claire Hayes, séparée de son mari depuis 2012, contacte Laurent depuis New York, où elle vit désormais. « Je suis prête à dire la vérité », annonce-t-elle. « J'ai porté ce poids trop longtemps. » Dans une déposition vidéo enregistrée, Claire révèle que la nuit de la disparition d'Élise, Nathaniel était rentré à l'aube, les vêtements tachés et l'air hagard. Il m'a dit qu'il avait eu une confrontation avec Élise, qu'elle menaçait de ruiner sa carrière avec des accusations de plagiat. Il a prétendu qu'elle avait accepté un arrangement financier pour quitter Lyon discrètement, mais je n'y ai jamais vraiment cru. « Pourquoi parler maintenant, après toutes ces années ?» demande Laurent. « Parce que j'ai trouvé quelque chose en vidant notre ancienne maison de Lyon avant de la vendre. » Dans une cache derrière une pierre descellée de la cave, Nathaniel avait dissimulé un carnet qui ne pouvait appartenir qu'à Élise Renaud. J'ai compris alors que mon silence m'avait rendu complice. Claire remet le carnet aux autorités françaises via l'ambassade. Ce document, authentifié comme étant de la main d'Élise, contient des preuves détaillées du plagiat académique commis par Hayes, ainsi qu'une note manuscrite datée du 16 mars 1998. « Rendez-vous avec H ce soir pour lui présenter mes preuves. S'il refuse de reconnaître ses erreurs, je n'aurai d'autre choix que de contacter le doyen demain matin. » Novembre 2020. L'étau se resserre autour de Hayes. Une demande d'extradition est officiellement transmise aux autorités américaines, basée sur les nouvelles preuves accumulées. Mais l'enquête connaît un nouveau rebondissement lorsque Simon découvre, dans les fichiers numériques, d'un autre dossier apparemment sans rapport, une information cruciale.
En avril 1998, quelques semaines après la disparition d'Élise, une entreprise de construction avait signalé des travaux nocturnes suspects dans un bâtiment en rénovation près des quais, précisément dans le secteur où Hayes avait été photographié. La police avait brièvement enquêté, sans faire le lien avec l'affaire Renault. Le rapport mentionnait des traces de béton frais coulées précipitamment dans une zone non prévue dans les plans originaux. Décembre 2020, une équipe de forensiques se rend sur le site, désormais transformé en résidence de luxe. L'analyse du sous-sol, utilisant des technologies de radar à pénétration de sol, révèle une anomalie structurelle dans un mur de soutènement, une cavité non conforme au plan d'origine du bâtiment. Après obtention des autorisations nécessaires, l'équipe procède à une ouverture partielle du mur. Derrière le béton, ils découvrent un espace confiné contenant plusieurs objets soigneusement emballés dans du plastique. Un sac à dos, des vêtements féminins, des carnets de notes et une carte d'étudiante au nom d'Élise Renault. L'ADN prélevé sur ces objets est formellement identifié comme étant celui d'Élise. Plus troublante encore, certains vêtements portent des traces de sang correspondant à son groupe sanguin. Janvier 2021. Confronté à ces preuves accablantes et face à la perspective d'une extradition imminente, Nathaniel Hayes engage des négociations via ses avocats. Il accepte finalement de revenir volontairement en France pour coopérer avec l'enquête. À son arrivée à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Hayes est immédiatement placé en garde à vue. Âgé maintenant de 67 ans, l'homme qui se présente devant Laurent semble avoir vieilli de 20 ans depuis les dernières images publiques. Lors de son premier interrogatoire, il maintient encore sa version. « Je n'ai jamais voulu qu'Élise disparaisse. Nous avons eu une confrontation académique, certes tendue, mais je l'ai quittée vivante et en bonne santé. » Février 2021. L'analyse forensique des objets trouvés dans la cache-livre, de nouvelles preuves. Des fibres prélevées sur les vêtements d'Élise correspondent à celles d'un tapis qui se trouvait dans le bureau de Hayes en 1998. Des traces microscopiques de sol sous les semelles de ses chaussures correspondent parfaitement à la composition unique du jardin privé de la résidence Hayes. Plus déterminant encore, l'ADN de Hayes est identifié sur plusieurs des objets, notamment sur un foulard portant également des traces suggérant qu'il aurait pu être utilisé pour étouffer quelqu'un. Simon, continuant ses analyses numériques, découvre un autre élément crucial. En reconstituant les fragments d'email supprimés de l'ordinateur d'Élise, il parvient à retrouver la copie partielle d'un message qu'elle s'était envoyé à elle-même, manifestement comme sauvegarde de sécurité. Ce message contient des photographies de documents des archives d'Evreux, accompagnées d'analyses démontrant que Hayes avait délibérément falsifié des dates d'attribution dans sa monographie pour masquer le fait que certains tableaux qu'il présentait comme des originaux de Clouet étaient en réalité des copies tardives, bien documentées comme telles dans des correspondances privées du XVIIe siècle. Mars 2021. Après des semaines d'interrogatoire et confronté à l'accumulation de preuves, Hayes commence à montrer des signes de fissure dans sa défense. Il admet finalement avoir rencontré Élise la nuit de sa disparition, avoir eu une altercation académique qui aurait accidentellement dégénéré. Mais il continue de nier toute préméditation présentant la mort d'Élise comme le résultat tragique d'une poussée regrettable qui l'aurait fait chuter et se cogner fatalement la tête. Avril 2021. L'enquête connaît un tournant décisif lorsque Simon, poursuivant inlassablement ses analyses, découvre un lien inattendu. Parmi les objets personnels d'Élise rendus à sa famille des années plus tôt, figurait un appareil photo argentique, jamais développé. Laurent contacte immédiatement Margaret Renault, qui confirme avoir toujours cet appareil, conservé intact dans les affaires de sa fille. L'appareil est rapidement envoyé à Lyon et son contenu révélé, les dernières photos prises par Élise montrent des pages spécifiques des archives d'Evreux, suivies de pages de la monographie de Hayes, mettant en évidence les contradictions flagrantes. La dernière image, prise manifestement à l'insu du sujet, montre Hayes dans son bureau, examinant avec consternation des documents qu'Élise avait visiblement posés devant lui.
la preuve de son plagiat académique. Mai 2021. Face à cette dernière preuve accablante, Hayes s'effondre finalement lors d'un interrogatoire. Sa confession, enregistrée sur vidéo, révèle l'horrible vérité restée cachée pendant 23 ans. Elle allait tout détruire, admet-il d'une voix éteinte. Toute ma carrière était basée sur cette monographie. Si elle avait révélé que j'avais délibérément falsifié des attributions pour créer une théorie cohérente mais fondamentalement erronée, j'aurais tout perdu. Il décrit ensuite comment, après une confrontation houleuse dans son bureau, il avait suivi Élise jusqu'à son appartement, tentant de la convaincre de garder le silence. Devant son refus catégorique, il l'avait étranglée dans un accès de rage, utilisant son propre foulard. Je n'avais jamais prévu de... Je voulais juste la faire taire, lui faire peur, mais une fois que j'ai commencé à serrer, je n'ai pas pu m'arrêter. Hayes révèle avoir ensuite transporté le corps dans un entrepôt temporairement abandonné où il avait accès, ayant expertise des bâtiments pour un livre sur l'architecture de la Renaissance lyonnaise. Il y avait dissimulé le corps avant le début des travaux de rénovation prévus, sachant que la zone serait bientôt coulée dans le béton. Juin 2021. Les autorités organisent des fouilles méthodiques du site indiqué par Hayes. Après des semaines d'efforts délicats pour ne pas compromettre l'intégrité structurelle du bâtiment, les restes d'Élise Renault sont finalement découverts, exactement là où Hayes avait indiqué. L'examen médico-légal confirme la cause du décès, strangulation. Des marques caractéristiques sur les os cervicaux correspondent parfaitement au scénario décrit par Hayes. Simon Blackwell, dont le travail d'analyse numérique a été déterminant dans la résolution de l'affaire, assiste à la découverte aux côtés de Laurent. « C'est étrange », murmure-t-il. Tout ce temps, les preuves étaient là, fragmentées dans différents dossiers, attendant que quelqu'un les connecte. « C'est souvent le cas », répond Laurent, le visage grave. « Les secrets ne restent jamais vraiment enfouis. Ils attendent patiemment que la bonne personne les déterre. » Alors que les restes d'Élise sont solennellement exhumés pour être finalement rendus à sa mère, une vérité troublante s'impose à tous les participants. Un simple cas de plagiat académique, une fraude intellectuelle qui aurait peut-être coûté à Hayes sa réputation, mais certainement pas sa liberté, avait conduit à un meurtre et à plus de 2 décennies de mensonges et de dissimulation. Et tandis que l'ancien professeur respecté est reconduit en détention pour attendre son procès, la commissaire Laurent ne peut s'empêcher de penser que si un simple technicien n'avait pas trouvé cette enveloppe oubliée dans un recoin poussiéreux des archives, la vérité serait peut-être restée enfouie pour toujours, comme Élise elle-même l'avait été, silencieuse dans sa tombe de béton, à quelques mètres seulement des quais animés, où la vie lyonnaise avait continué, ignorante du drame qui s'était joué une nuit de mars 1998. Lyon, juin 2023. Une fine pluie d'été tombe sur les toits du vieux Lyon, donnant aux pierres centenaires une patine luisante. Dans le quartier de la Croix-Rousse, l'ancien Institut des Arts, bâtiment historique datant du 19e siècle, subit une transformation majeure. Après des années de négligence, la mairie a finalement approuvé sa rénovation complète pour accueillir un centre culturel moderne tout en préservant son architecture remarquable. Sur le chantier, une équipe d'ouvriers s'affaire dans le sous-sol. Le contremaître, François Dubois, supervise le renforcement des fondations, un travail délicat dans ce bâtiment classé. C'est alors qu'un événement inattendu interrompt le rythme régulier des travaux. « Chef !» « On a trouvé quelque chose !» s'écrie un jeune ouvrier, sa voix résonnant contre les murs de pierre humide. Dubois s'approche de la zone où ses hommes ont dégagé une section du mur. Derrière une pierre descellée apparaît une cavité artificielle, manifestement créée pour dissimuler quelque chose. À l'intérieur, une boîte métallique hermétiquement fermée, de type coffret de sécurité, sans marque distinctive. « N'y touchez pas !» ordonne Dubois, soudain conscient de l'importance potentielle de cette découverte. « Appelez la police !» 2 heures plus tard, la commissaire divisionnaire Morgane Laurent arrive sur les lieux, accompagnée de Simon Blackwell, maintenant officiellement intégré à l'unité des Cold Cases, comme spécialiste en analyse forensique numérique. Depuis la résolution partielle de l'affaire Renault en 2021, ils forment un duo redouté dans le milieu criminel lyonnais,
connus pour leur capacité à ressusciter des affaires que tous croyaient enterrées à jamais. L'emplacement est significatif, observe Laurent en examinant la cavité. Ce mur séparait la bibliothèque principale du bureau, qui était occupée par Nathaniel Hayes, jusqu'en 2015. La boîte est soigneusement extraite et transportée au laboratoire de la police scientifique. Son ouverture, réalisée sous stricte supervision, révèle un contenu qui plonge immédiatement l'équipe dans un silence stupéfait. À l'intérieur, un agenda avec le nom d'Élise Renaud inscrit en première page. Plusieurs carnets de recherche couverts de son écriture désormais familière aux enquêteurs, des photographies d'archives historiques et, plus troublant encore, une clé USB datant manifestement du début des années 2000. « C'est impossible », murmure Simon. « Comment ces objets peuvent-ils être ici ?» Hayes a avoué avoir dissimulé le corps et certains effets personnels d'Élise dans l'entrepôt des quais, pas à l'Institut. Laurent examine méticuleusement chaque objet. Ces carnets, ils sont différents de ceux que nous avons découverts précédemment. Il s'agit visiblement de ses recherches les plus avancées, celles qu'elle n'avait partagées avec personne. L'analyse du contenu confirme rapidement cette intuition. Les notes d'Élise détaillent méthodiquement sa découverte. Plusieurs tableaux attribués à Jean Clouet dans la monographie de Hayes étaient en réalité des copies du XVIIe siècle. Un fait délibérément occulté par le professeur pour maintenir la cohérence de sa théorie révolutionnaire sur l'évolution technique du peintre. Plus accablant encore, Élise avait rassemblé des preuves que Hayes avait physiquement accédé aux archives d'Evreux des années avant sa propre découverte académique et qu'il avait sciemment ignoré des documents contredisant ses conclusions. Elle avait constitué un dossier irréfutable, constate Simon en parcourant les notes. Hayes n'aurait jamais pu s'en sortir si elle avait présenté ses preuves. Mais c'est la clé USB qui livre les révélations les plus stupéfiantes. Protégée par un mot de passe que les experts en cryptographie parviennent à déchiffrer après plusieurs jours d'efforts, elle contient une série d'enregistrements audio réalisés par Élise elle-même dans les semaines précédant sa disparition. 14 juillet 2023. Dans la salle sécurisée du commissariat, Laurent et Simon écoutent, pétrifiés, la voix d'Élise Renaud s'élever des haut-parleurs, claire et déterminée malgré les années écoulées. Journal de recherche, 10 mars 1998. J'ai maintenant la certitude que le professeur Hayes a délibérément falsifié ses analyses sur au moins 7 tableaux majeurs de sa monographie. Les documents des archives d'Evreux sont sans ambiguïté. Le portrait de gentilhomme inconnu qu'il attribue à Clouet vers 1530 est explicitement mentionné dans une correspondance de 1652 comme étant une copie réalisée par l'atelier de Lefebvre. Hayes a eu accès à ces mêmes documents lors de ses recherches, comme l'atteste le registre de consultation. Il ne peut pas ne pas avoir vu cette information. Un autre enregistrement, daté du 12 mars. Hayes m'a convoqué aujourd'hui, apparemment pour discuter de l'avancement de mon mémoire. Mais il a immédiatement orienté la conversation sur mes recherches aux archives d'Evreux, me demandant précisément quels documents j'avais consultés. Son insistance était troublante. J'ai prétendu m'être principalement intéressé aux techniques picturales documentées, sans mentionner les lettres concernant les attributions. Son soulagement était visible. Et enfin, le dernier enregistrement daté du 16 mars 1998, la veille de sa disparition. J'ai pris ma décision. Demain, après ma présentation finale, je rencontrerai le doyen pour lui exposer mes découvertes. Hayes est un fraudeur. Sa théorie entière repose sur une manipulation délibérée des sources historiques. J'ai fait des copies de toutes les preuves et les ai dissimulées en 3 endroits distincts, si quelque chose devait m'arriver. L'enregistrement s'interrompt brusquement à ce point. Laurent reste silencieuse un long moment après la fin de l'audio. Elle savait qu'elle était en danger, murmure-t-elle finalement. Elle avait pris des précautions, anticipant la réaction de Hayes. « Mais pourquoi n'avons-nous jamais trouvé ces enregistrements avant ?» demande Simon. « Et comment cette boîte s'est-elle retrouvée dans ce mur ?» La réponse vient quelques jours plus tard, sous la forme d'une lettre anonyme adressée personnellement à Laurent.
L'analyse forensique déterminera plus tard qu'elle a été écrite par Claire Hayes peu avant son décès d'un cancer en 2022, mais postée par un intermédiaire seulement récemment. Commissaire Laurent, quand Élise Renault a disparu en 1998, j'ai choisi de croire mon mari lorsqu'il m'a assuré n'avoir rien à voir avec cette tragédie. Mais quelques semaines après l'événement, j'ai trouvé Nathaniel en train de dissimuler cette boîte dans le mur de son bureau à l'Institut, tard dans la nuit. Confronté, il m'a avoué avoir récupéré des recherches compromettantes d'une étudiante qui menaçait de détruire sa carrière avec des accusations sans fondement. Il m'a fait promettre de garder le secret, invoquant notre famille, l'avenir de nos enfants. J'ai gardé ce secret pendant des années, me rendant complice par mon silence. Même lorsque j'ai finalement trouvé le courage de vous contacter en 2020, je n'ai pas tout révélé, craignant les conséquences pour mes enfants qui idolâtraient leur père. À présent que je sais mon temps compter, je ne peux emporter ce dernier secret dans la tombe. La vérité complète doit être connue pour Élise et sa famille. Si vous lisez cette lettre, c'est que les rénovations auront révélé la cachette. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour que justice soit pleinement rendue. Cette révélation provoque un nouveau séisme dans l'enquête. Bien que Hayes ait déjà avoué le meurtre d'Élise, il avait toujours maintenu la version d'un acte impulsif, non prémédité, survenu lors d'une confrontation qui aurait dégénéré. Les enregistrements d'Élise et les notes retrouvées racontent une histoire bien différente, celle d'un homme méthodique qui, voyant sa carrière menacée, avait planifié l'élimination d'une menace avant qu'elle ne puisse s'exprimer publiquement. Août 2023. Une équipe forensique procède à une analyse approfondie du bureau, autrefois occupé par Hayes, à l'Institut. Utilisant des technologies de pointe, il découvre d'infimes traces de sang dans les interstices du parquet d'origine, miraculeusement préservés malgré les années et les nettoyages. L'ADN extrait correspond à celui d'Élise Renault. Une reconstitution plus précise des événements devient possible. Hayes avait vraisemblablement attaqué Élise dans son bureau même, probablement après l'avoir convoquée sous un prétexte académique. Il ne s'agissait pas d'une confrontation fortuite qui aurait mal tourné, explique Laurent lors d'une réunion d'équipe. Hayes a attiré Élise dans son bureau, l'a tuée délibérément, puis a transporté son corps jusqu'à l'entrepôt des quais pendant la nuit. Septembre 2023. Le procureur décide de modifier les charges contre Hayes, ajoutant la préméditation au chef d'accusation de meurtre. Informé de ces nouveaux éléments dans sa cellule de la prison de Corbas, Hayes demande à s'entretenir avec Laurent. Lors de cette rencontre, filmée dans le cadre de la procédure judiciaire, l'ancien professeur semble avoir vieilli de plusieurs décennies. Son arrogance a disparu, remplacée par une résignation morne. « Vous avez raison », admet-il finalement. « Ce n'était pas un accident. Quand j'ai compris qu'Élise avait des preuves irréfutables de ma erreur académique, j'ai su que tout était fini. Ma réputation, ma carrière, mon avenir. J'ai planifié notre rencontre ce soir-là, prétendant vouloir discuter de ses découvertes. » Il décrit alors froidement comment il avait préparé son bureau, s'assurant que personne ne resterait tard à l'Institut ce soir-là. Comment il avait attiré Élise sous prétexte de vouloir examiner ses preuves avant qu'elle ne les présente officiellement. Elle était tellement naïve. Elle pensait que j'allais reconnaître mes erreurs, peut-être collaborer à une correction académique de mes travaux. Elle ne comprenait pas que c'était impossible. Toute ma carrière, tout ce que j'avais construit reposait sur cette monographie. L'admettre publiquement aurait signifié ma mort professionnelle. Il explique avoir d'abord tenté de la soudoyer, puis de l'intimider. Face à son refus catégorique, il avait perdu le contrôle, l'étranglant avec une détermination froide avant de réaliser pleinement son acte. Le plus étrange, conclut-il d'une voix désormais dénuée d'émotion, c'est qu'après avoir dissimulé son corps et certaines de ses affaires, j'ai effectivement utilisé ses recherches, progressivement, subtilement, intégrant ces découvertes dans mes publications ultérieures comme si elles étaient les miennes. C'était presque comme si elles continuaient à travailler pour moi, à travers moi. Cette confession glaciale, désormais complète, est transmise au tribunal qui doit juger Hayes pour le meurtre d'Élise Renault. Octobre 2023.
Margaret Renault, désormais âgée de 79 ans, arrive à Lyon pour assister au procès de l'homme qui a tué sa fille et dissimulé son crime pendant plus de 25 ans. Fragilisée par l'âge et le chagrin, elle est accompagnée de sa petite-fille, Julia, qui n'a jamais connu sa tante Élise mais a grandi avec son fantôme. Laurent les accueille personnellement à l'aéroport. « Nous avons enfin toutes les réponses », lui dit-elle doucement. « Votre fille n'a pas simplement disparu dans l'oubli. Elle se battait pour la vérité. Et c'est cette quête qui lui a coûté la vie. » Margaret hoche la tête, ses yeux emplis de larmes contenues. Elle était comme ça depuis l'enfance. Têtue, déterminée, incapable de fermer les yeux sur une injustice, même mineure, Richard disait toujours qu'elle ferait une excellente avocate ou journaliste. L'ironie. Novembre 2023. Le procès de Nathaniel Hayes s'ouvre au tribunal de grande instance de Lyon, attirant une attention médiatique internationale. L'affaire, avec ses ramifications académiques et son dénouement après un quart de siècle, fascine bien au-delà des frontières françaises. Simon Blackwell témoigne pendant plusieurs heures, expliquant méthodiquement comment l'analyse numérique moderne a permis de reconstituer des preuves fragmentées et de révéler des connexions invisibles aux enquêteurs de 1998. Raymond Moreau, décédé depuis longtemps, est néanmoins présent à travers ses notes méticuleuses et son intuition précoce qui avait identifié Hayes comme suspect principal dès le début. Le témoignage le plus poignant vient de Margaret Renault, qui parle avec une dignité tranquille de sa fille, de ses ambitions, de sa passion pour l'histoire de l'art et des 25 années passées dans l'incertitude et le chagrin. « Pendant toutes ces années, dit-elle à la cour, je me suis réveillée chaque matin en me demandant si ce serait le jour où je découvrirais enfin ce qui était arrivé à mon enfant. Cette question sans réponse a hanté chaque instant de ma vie, chaque célébration, chaque moment qui aurait dû être joyeux. » Décembre 2023. Après 3 semaines de procès et seulement 5 heures de délibération, le jury rend son verdict. Nathaniel Hayes est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. À l'annonce de la sentence, Hayes reste impassible, comme si la punition était depuis longtemps acceptée dans son esprit. Son regard croise brièvement celui de Margaret Renault avant de se baisser vers le sol. En quittant le tribunal, Laurent s'approche de Margaret et Julia. « C'est terminé », dit-elle simplement. Margaret secoue doucement la tête. « Non, ce n'est pas terminé. Maintenant, nous pouvons commencer à nous souvenir d'Élise pour ce qu'elle était, pas seulement comme une victime ou une disparue. Elle peut enfin reposer en paix. » Janvier 2024. Une cérémonie sobre se tient au cimetière de la Croix-Rousse. Les restes d'Élise Renault, finalement libérée par la justice après les procédures médico-légales, sont inhumés en présence d'une petite assemblée. Sa famille, les enquêteurs qui ont résolu l'affaire, quelques anciens camarades d'études. Laurent observe de loin, respectant l'intimité de ce moment familial. Simon la rejoint, portant un dossier sous le bras. « Le rapport final est terminé », annonce-t-il. Plus de 1000 pages retraçant chaque étape de l'enquête, de 1998 à aujourd'hui. Une affaire véritablement historique. « Ce n'est pas l'histoire qui compte », répond Laurent en regardant Margaret déposer une rose blanche sur le cercueil de sa fille. « C'est la vérité. Elle a fini par émerger, comme toujours. » Alors que la cérémonie se termine sous une fine neige de janvier, Laurent ne peut s'empêcher de penser aux ironies cruelles de cette affaire. Une jeune femme brillante tuée pour avoir découvert une vérité académique. Un professeur respecté détruisant sa propre vie en tentant de préserver une réputation basée sur un mensonge. Une mère perdant 25 années à chercher des réponses qui avaient toujours été là, dissimulées dans les ombres. « Vous savez ce qui me frappe le plus dans cette histoire ?» dit Simon alors qu'ils retournent vers leur voiture. « La façon dont les vies s'entrecroisent sans que nous le sachions. Élise ne m'a jamais connu. Je n'étais même pas né quand elle est morte. Pourtant, d'une certaine façon, elle m'a parlé à travers le temps, à travers ses notes, ses enregistrements, comme si elle avait prévu que quelqu'un comme moi viendrait un jour résoudre ce puzzle. » Laurent acquiesce silencieusement.
Dans son métier, elle a souvent ressenti cette connexion étrange avec les victimes, cette responsabilité de parler pour ceux qui ont été réduits au silence. Élise Renault avait été réduite au silence pendant 25 ans, mais finalement, sa voix avait été entendue. Au même moment, dans une cellule austère de la prison de Corbas, Nathaniel Hayes contemple les murs nus qui seront son univers pour les décennies à venir. Sur la petite table fixée au mur, un livre ouvert, une biographie de Jean Clouet, récemment publiée par un historien de l'art contemporain. Dans la préface, l'auteur reconnaît explicitement sa dette envers les travaux pionniers mais inachevés d'Élise Renault, dont les intuitions sur les attributions erronées de certaines œuvres majeures ont ouvert une nouvelle voie dans notre compréhension de l'art français de la Renaissance. Hayes referme lentement le livre. Le silence de sa cellule n'est troublé que par le bruit lointain des gardiens faisant leur ronde. Un silence qui, contrairement à celui qu'il avait imposé à Élise, ne cache plus aucun secret. Lyon, juillet 2024. Le ciel est d'un bleu limpide, contrastant avec l'atmosphère solennelle qui règne dans la grande salle du tribunal correctionnel. À l'extérieur, journalistes et curieux se pressent derrière les barrières de sécurité, témoignant de l'intérêt médiatique toujours vif pour cette affaire hors du commun. C'est le dernier jour du procès en appel de Nathaniel Hayes. Bien que reconnu coupable en première instance et condamné à 30 ans de réclusion, l'ancien professeur a fait appel, non pas pour contester sa culpabilité, désormais impossible à nier face aux preuves accablantes, mais pour tenter d'obtenir une réduction de peine en invoquant son âge avancé et sa collaboration avec la justice. Dans la salle comble, on retrouve tous les acteurs de ce drame judiciaire, la commissaire divisionnaire Morgane Laurent, dont l'obstination a finalement permis de résoudre l'affaire, Simon Blackwell, l'expert en analyse numérique dont les techniques innovantes ont révélé des preuves invisibles aux enquêteurs précédents, et Margaret Renault, désormais octogénaire, venue de Boston pour assister à ce qu'elle espère être le dernier acte d'une tragédie qui a dévoré une grande partie de sa vie. Le président de la Cour appelle à l'ordre. Le moment des plaidoiries finales est venu. L'avocat de Hayes, maître Bertrand, se lève avec une élégance compassée. Son argumentation est subtile, prudente, consciente des limites imposées par les faits désormais établis. Votre honneur, mesdames et messieurs de la Cour, mon client ne conteste plus les faits. Il reconnaît pleinement sa responsabilité dans la mort tragique d'Élise Renault en 1998. Ce que nous soumettons aujourd'hui à votre sagesse, c'est la proportionnalité de la peine. Il évoque l'âge de Hayes, maintenant 68 ans, son état de santé déclinant, son remords apparent. Condamner un homme de cet âge à 30 ans de prison équivaut à une condamnation à perpétuité. Est-ce vraiment le sens de notre justice? La punition, certes nécessaire, doit-elle exclure toute possibilité de rédemption? L'avocat général, maître Claudine Verneuil, répond avec une intensité maîtrisée qui captive immédiatement l'audience. Ce dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un simple homicide. C'est un meurtre prémédité, suivi d'une dissimulation méthodique qui a duré plus d'un quart de siècle. Pendant 26 ans, Nathaniel Hayes a continué sa vie, construit sa carrière, accepté honneur et reconnaissance, tandis qu'Élise Renault gisait oubliée dans une tombe de béton et que sa famille vivait dans une incertitude dévastatrice. Elle marque une pause, laissant ces mots imprégner la salle. Si Hayes n'avait pas été démasqué par l'extraordinaire travail de la police et les avancées technologiques, il serait aujourd'hui un professeur émérite respecté, jouissant d'une retraite paisible. Son remords n'est apparu qu'une fois acculé par des preuves irréfutables. Ce n'est pas le repentir qui parle, mais l'opportunisme. La Cour accorde ensuite la parole à Margaret Renault, qui a demandé à témoigner une dernière fois. Elle s'avance lentement vers la barre, soutenue par sa petite fille Julia. « Je n'ai pas de haine pour l'homme qui a tué ma fille », commence-t-elle d'une voix douce mais ferme. « La haine est un fardeau trop lourd à porter pendant 26 ans. Ce que j'ai, c'est un profond chagrin pour tout ce qu'Élise n'a jamais pu accomplir, pour tous les moments familiaux qu'elle a manqués, pour les décennies qui lui ont été volées. » Elle regarde directement Hayes, qui baisse les yeux.
Mon mari est mort sans connaître la vérité. J'ai eu cette chance, moi. Mais je me demande souvent, qu'est-ce qui est le plus cruel? L'incertitude ou la certitude d'une vérité aussi atroce? Sa voix se brise légèrement. Élise aurait eu 49 ans cette année. Elle aurait pu être une historienne de l'art brillante, peut-être mariée, peut-être mère. Nous ne le saurons jamais. Ce potentiel a été effacé en quelques minutes de violence, pour protéger une réputation académique construite sur un mensonge. Enfin, c'est au tour de Hayes de s'exprimer. Contrairement à son apparence effondrée lors du premier procès, il semble aujourd'hui plus résigné, presque serein. Il se lève lentement, portant le costume sobre fourni par son avocat. « Je ne demande pas pardon », commence-t-il, surprenant la cour par cette entrée en matière. « Le pardon n'est pas quelque chose que je mérite ou que j'attends. Je reconnais pleinement la monstruosité de mes actes, avoir pris la vie d'une jeune femme brillante pour protéger ma carrière, puis avoir vécu pendant des décennies avec ce secret, aggravant chaque jour ma culpabilité par mon silence. » Il respire profondément avant de continuer. « Ce que j'ai fait à Élise Renault est impardonnable. Ce que j'ai fait à sa famille est cruel, au-delà des mots. J'ai volé non seulement une vie, mais aussi la paix et la certitude que chaque famille mérite quand elle perd un être cher. » Son regard parcourt la salle, s'arrêtant brièvement sur Laurent et Blackwell. « Je suis paradoxalement reconnaissant que la vérité est finalement éclatée. Vivre avec ce secret était devenu une prison bien avant que je ne sois physiquement incarcéré. » Il conclut avec une phrase qui restera dans les annales judiciaires de cette affaire. « Quelle que soit votre décision aujourd'hui, sachez que ma véritable punition a commencé le 17 mars 1998, quand j'ai choisi de devenir l'homme que je méprise aujourd'hui. » La cour se retire pour délibérer. Dans la salle, un silence pesant s'installe. Laurent s'approche discrètement de Margaret Renault. « Comment vous sentez-vous » demande-t-elle doucement. Margaret sourit faiblement. Étrangement en paix. Quoi qu'il arrive maintenant, Élise a retrouvé sa voix. Son travail est reconnu. La vérité est connue. C'est plus que je n'osais espérer pendant toutes ces années. 3 heures plus tard, la cour rend son verdict. Le président lit la décision d'une voix claire et formelle. La Cour, considérant la gravité exceptionnelle des faits, la préméditation établie, la dissimulation prolongée du crime et l'impact dévastateur sur la famille de la victime, confirme la peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée en première instance. Il ajoute cependant une précision. Toutefois, compte tenu de l'âge du condamné et de sa collaboration tardive mais réelle avec la justice, la Cour fixe la période de sûreté à 20 ans. Permettant l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle à ce terme. Dans la salle, les réactions sont mesurées. Ce n'est pas un moment de triomphe ou de jubilation, mais plutôt la conclusion solennelle d'une tragédie humaine aux multiples ramifications. Hayes est reconduit en détention, son visage impassible ne trahissant aucune émotion particulière face à cette décision largement anticipée. En quittant le tribunal, Laurent et Blackwell marchent silencieusement aux côtés de Margaret et Julia Renault. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demande finalement Simon à la vieille dame. « Vivre », répond-elle simplement. « Vivre le temps qu'il me reste, en sachant que j'ai tenu ma promesse à Élise. Nous ne nous sommes jamais arrêtés de la chercher. » Août 2024. 1 mois après le procès, une cérémonie discrète se tient à l'Université de Lyon. Le département d'histoire de l'art inaugure une bourse d'études au nom d'Élise Renault, destinée à soutenir les recherches d'étudiants travaillant sur l'authenticité et l'attribution des œuvres d'art. La plaque commémorative mentionne simplement « Pour la quête inébranlable de la vérité académique ». Margaret Renault, invitée d'honneur, dévoile la plaque avec une dignité tranquille. À ses côtés, le nouveau doyen du département prononce quelques mots. L'héritage d'Élise Renault n'est pas seulement dans les corrections académiques que ses découvertes ont permises, mais dans l'exemple de son intégrité intellectuelle. Elle nous rappelle que la vérité, même inconfortable, même menaçante pour les institutions et les réputations établies, reste la valeur fondamentale de toute recherche académique digne de ce nom. Laurent, présente dans l'assistance, observe la scène avec un mélange de satisfaction professionnelle et d'émotion personnelle. Cette affaire qui l'a obsédé pendant tant d'années a finalement trouvé sa résolution, non seulement juridique mais aussi morale.
Plus tard dans la journée, elle rencontre Simon pour un café sur une terrasse ensoleillée de la place Bellecour. « C'est étrange », confie-t-elle en regardant les passants vaquer à leurs occupations quotidiennes. « Pendant des années, cette affaire a occupé chaque recoin disponible de mon esprit. Maintenant qu'elle est résolue, je ressens presque un vide. » Simon sourit. « C'est le paradoxe de notre métier. Nous nous attachons tellement aux victimes que nous défendons, que lorsque justice est rendue, c'est presque comme dire adieu à quelqu'un qu'on a intimement connu. » Précisément, acquiesce Laurent. J'ai l'impression de connaître Élise mieux que certains de mes amis vivants. Ses notes, ses enregistrements, sa détermination. Elle est devenue réelle pour moi, au-delà du simple dossier. Septembre 2024. Dans une prison de haute sécurité près de Lyon, Nathaniel Hayes s'adapte à sa nouvelle réalité. Sa routine quotidienne est rythmée par les horaires stricts de l'établissement pénitentiaire. Il a demandé et obtenu l'autorisation de donner des cours d'histoire de l'art aux autres détenus. Une activité qui semble lui apporter un semblant de normalité dans cet environnement austère. Un jour, il reçoit une visite inattendue. Julia Renaud, la petite nièce d'Élise, a demandé à le rencontrer. Leur entretien, supervisé par un gardien, est bref mais intense. « Je ne suis pas venue pour vous pardonner ou vous comprendre », explique-t-elle directement. « Je suis venue pour vous dire que la famille Renaud a créé une fondation pour numériser et rendre publiques les archives d'Evreux, ainsi que toutes les recherches d'Élise. Son travail sur les attributions erronées de Clouet sera finalement publié sous son nom. » Hayes hoche lentement la tête. « C'est approprié. Elle méritait cette reconnaissance. Ce n'est pas pour vous que je fais ça, » continue Julia. « C'est pour elle, et pour ma grand-mère qui a consacré sa vie à cette quête. Mais je voulais que vous sachiez que le mensonge que vous avez tenté de protéger sera définitivement corrigé. » Avant de partir, elle ajoute, « L'ironie, c'est que si vous aviez simplement reconnu les découvertes d'Élise à l'époque, vous auriez pu collaborer avec elle, partager ce succès académique. Votre carrière aurait peut-être été temporairement ébranlée, mais vous seriez aujourd'hui libre et probablement respecté pour votre honnêteté intellectuelle. » Cette observation semble toucher Hayes plus profondément que tout ce qu'il a entendu dans les salles d'audience. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, des larmes sincères apparaissent dans ses yeux. « Le prix de l'orgueil », murmure-t-il. « C'est une leçon que j'enseigne désormais aux autres détenus. Mais pour moi, elle est venue beaucoup trop tard. » Octobre 2024. Un colloque international sur l'authenticité et l'attribution dans l'art français de la Renaissance se tient à l'Université de Lyon. Les travaux d'Élise Renaud y occupent une place centrale, présentés par des historiens de l'art qui ont repris et approfondi ses recherches initiales. Margaret Renaud, trop fragile pour voyager à nouveau, suit l'événement par vidéoconférence depuis Boston. Elle observe avec une fierté tranquille les présentations savantes qui confirment les intuitions de sa fille, développe ses théories et reconnaissent sa contribution majeure à ce domaine d'étude. Un éminent historien de l'art conclut sa présentation par ces mots « Ce que nous appelons aujourd'hui la controverse Clouet-Renaud n'est pas seulement une correction académique importante. C'est aussi un rappel puissant de la nécessité de questionner constamment les vérités établies, même, et peut-être surtout, lorsqu'elles sont défendues par les autorités les plus respectées de notre discipline. » À Boston, Margaret éteint son ordinateur avec un sourire paisible. Sur son bureau, une photo d'Élise, jeune, souriante, pleine d'enthousiasme pour la vie et le savoir qui l'attendait. À côté, un exemplaire fraîchement publié, Réattribution et découverte dans l'œuvre de Jean Clouet, par Élise Renaud, édition posthume complétée par une équipe d'historiens de l'art internationaux. « Tu as gagné, ma chérie », murmure-t-elle, en caressant la couverture du livre. « Il a fallu 26 ans, mais tu as finalement gagné. » Novembre 2024. Dans son bureau au commissariat central de Lyon, Morgane Laurent range définitivement le dossier Renaud dans les archives des affaires résolues. Avant de fermer le dossier, elle contemple une dernière fois la photo d'Élise qui a accompagné cette enquête pendant tant d'années. « C'est étrange », dit-elle à Simon qui l'aide à finaliser la documentation. « Certaines victimes restent avec nous bien après que leur affaire soit classée. Élise est l'une d'elles.
Peut-être parce que son histoire transcende le simple fait divers, suggère Simon. C'est une parabole sur le pouvoir, la vérité, l'intégrité intellectuelle, et sur la façon dont certains secrets refusent de rester enterrés, peu importe le temps écoulé. Laurent acquiesce pensivement. Tu sais ce qui me frappe le plus? Hayes aurait pu s'en sortir, sans les avancées technologiques, sans notre obstination, sans cette série de coïncidences et de découvertes fortuites. Il serait aujourd'hui un professeur émérite respecté, avec ses secrets intacts. C'est le paradoxe de notre travail, répond Simon. Nous ne savons jamais combien d'affaires similaires restent non résolues, combien de coupables vivent librement parmi nous, protégés par le temps et les circonstances. C'est précisément pourquoi nous ne devons jamais abandonner, conclut Laurent en fermant définitivement le dossier. Même après des décennies, la vérité mérite d'être découverte. Décembre 2024. Dans sa cellule austère, Nathaniel Hayes reçoit une lettre inattendue. L'écriture tremblante sur l'enveloppe lui est inconnue, mais le cachet de Boston lui indique immédiatement l'expéditeur probable. Avec des mains légèrement tremblantes, il ouvre la lettre. « Monsieur Hayes, je ne vous écris pas pour exprimer mon pardon. Ce n'est pas à moi de vous l'accorder. Je vous écris parce que, à mon âge, j'ai appris que le ressentiment est un poison qui affecte principalement celui qui le porte. Votre crime a brisé ma famille d'une façon que vous ne pourrez jamais pleinement comprendre. Pendant 26 ans, vous nous avez privés non seulement d'Élise, mais aussi de la paix que procure la connaissance de la vérité. Cependant, je tenais à vous informer que le livre d'Élise est maintenant publié. Son travail est reconnu. La vérité académique qu'elle défendait a triomphé. Dans un sens, elle a accompli ce qu'elle avait prévu, malgré votre tentative de la réduire au silence. Je ne vous souhaite ni bien ni mal. Je constate simplement que la justice, aussi tardive soit-elle, a finalement été rendue. Et dans cette conclusion, je trouve enfin la paix que j'ai cherchée pendant plus d'un quart de siècle. Margaret Renault. Hayes repose lentement la lettre, ses yeux fixés sur le mur blanc de sa cellule. Dans le silence absolu de cet espace confiné, il mesure pleinement, peut-être pour la première fois, l'ampleur réelle de son crime. Non pas seulement la vie qu'il a prise, mais toutes les vies qu'il a irrémédiablement altérées par son acte. En dehors des murs de la prison, Lyon se prépare pour les fêtes de fin d'année. Les lumières scintillent sur la place des terreaux. La neige commence à tomber doucement sur les toits de la vieille ville. Dans un café proche de l'ancien Institut des Arts, Morgane Laurent et Simon Blackwell partagent un dernier verre avant les congés. À Élise Renault, propose Laurent en levant son verre. Et à tous ceux qui refusent de laisser la vérité enterrée. Et à la justice, ajoute Simon, même quand elle prend son temps. Leurs verres teintent dans l'atmosphère chaleureuse du café, tandis qu'à l'extérieur, la neige continue de tomber, recouvrant progressivement la ville d'un manteau blanc immaculé, comme pour symboliser qu'après les ténèbres et les secrets, la clarté peut finalement émerger, pure et révélatrice. Au cimetière de la Croix-Rousse, la tombe d'Élise Renault, simple et élégante, porte une inscription choisie par sa mère. La vérité ne peut rester éternellement cachée. Sous la neige qui s'accumule lentement, une rose rouge récemment déposée apporte une touche de couleur vibrante. Rappel silencieux que certains souvenirs refusent de s'effacer, même face au passage inexorable du temps.